Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Le 14 février dernier, Nicolas Cruz, 19 ans, s'est rendu dans son ancien lycée de Parkland, en Floride, avec un fusil semi-automatique acquis légalement. Il a ouvert le feu et a abattu 17 de ses camarades. Les rescapés de cette fusillade ont lancé le mouvement Never Again, plus jamais ça, pour faire évoluer la législation sur les armes à feu. De Columbine à Virginia Tech, en passant par Sandy Hook, de nombreuses fusillades visant des élèves ou des étudiants ont tristement émaillé l'histoire récente des États-Unis. Et pourtant, jusqu'à présent, aucune fusillade de masse n'a permis de faire bouger les lignes encadrant la possession et le port d'armes à feu. Même les larmes de Barack Obama après la tuerie de Sandy Hook n'avaient pas ému les législateurs. Le reportage de Sophie Pricogny, Flora Despont, Manon Heurtel et François Cardona. Ces jeunes Américains en colère veulent se faire entendre jusqu'à la Maison-Blanche. Ils ont entre 14 et 18 ans. Tous sont des survivants de la fusillade du lycée de Parkland en Floride. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Ça mérite des applaudissements. Nous demandons un changement. On s'est tous retrouvés face à un fusil mitrailleur alors qu'ils ne viennent pas nous dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus personne qui prenne une balle pour rien. Compris ? C'est inédit dans l'histoire des tueries de masse aux États-Unis. Pour la première fois, des élèves se mobilisent bien décidés à changer la loi sur l'autorisation du port d'armes à feu. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Ces lycéens ont initié un mouvement national aux États-Unis. À l'image du mouvement MeToo, ils ont lancé le hashtag Never Again, plus jamais ça. Un slogan devenu viral avec lequel Taïra, 19 ans, veut faire plier le gouvernement. Je me bats pour mes amis, pour les étudiants, les familles qui ont perdu un proche. Et pas simplement ceux de notre lycée, mais tous ceux qui ont été victimes d'une fusillade. Tout ça, c'est fini. On en a marre. On en a assez de souffrir. Nous voulons la justice. Et vous pensez que vous allez pouvoir faire changer d'avis les hommes politiques ? Je m'en fiche. Ils vont devoir nous écouter. Et si je dois sauter sur des barbelés, me faire arrêter pour qu'ils m'entendent, je le ferai. Tant que je serai en vie, je ne me tairai pas. Les lycéens partent à la rencontre de leurs députés et vont tenter de faire pression sur le président américain. Ils espèrent une décision inédite, la restriction des ventes d'armes dans le pays. Le 14 février dernier, les 3200 élèves du lycée Marjory Stoneman Douglas ont vécu une journée de cauchemar. Un jeune homme, armé d'un fusil mitrailleur, poursuit les lycéens en plein après-midi. Voici leurs images, filmées sur des téléphones portables. Bilan, 17 morts et 15 blessés. Le tireur s'appelle Nicolas Cruz, le voici au moment de son interpellation. Quelques heures après la fusillade, les proches des lycéens et leurs familles sont venus aux nouvelles. Personne ne sait encore ce qu'il s'est passé exactement. Voici Cora Journey, son fils fait partie des survivants. J'ai eu de la chance. Mon fils a réussi à m'envoyer un message alors qu'il était caché avec d'autres élèves dans les toilettes. Ils étaient 70 enfermés. Il m'a dit entendre des coups de feu à l'extérieur, énormément de bruit. Son fils a pu s'échapper. En revanche, son meilleur ami Joachim fait partie des victimes. Les lycéens sont encore sous le choc. Cet élève a tout vu, mais il a peur de témoigner à visage découvert. Il veut nous montrer le moment où les policiers d'élite sont venus le libérer. Jamais il n'avait eu aussi peur. Ok, personne n'est blessé? Est-ce que quelqu'un est blessé? Posez vos téléphones à terre. Restez près du mur, les mains en l'air.
Ce lycéen connaissait bien Nicolas Cruz. Il se rappelle d'un jeune homme souvent agressif et très bagarreur. C'est un psychopathe, vous le savez tous. Personne ne voulait le côtoyer. Il a été viré l'an dernier et maintenant voilà ce qui arrive. Nicolas Cruz, 19 ans, était détesté de ses camarades. Décrit par tous comme un élève violent, il venait régulièrement armé au lycée, dont il avait été renvoyé pour indiscipline. Sur les réseaux sociaux, il n'hésitait pas à se mettre en scène, avec des couteaux et des armes à feu. Il est aujourd'hui en prison, en attente de son procès. La ville de Parkland est pourtant réputée une des plus sûres de Floride. À l'abri dans des résidences surveillées, ses 30 000 habitants forment une communauté tranquille, sans histoire. Au lendemain de la fusillade, devant le lycée, tous, élèves, parents et proches, sont venus se recueillir. Mais la colère monte. Les panneaux « Plus jamais ça » commencent à fleurir. Tyra, la jeune lycéenne que nous avions rencontrée, est là elle aussi. Elle a vu son professeur mourir devant elle. Il s'est sacrifié pour les sauver. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je sais qu'on est censé s'enfermer, toute lumière éteinte, pour faire croire aux tireurs qu'il n'y avait personne dans la pièce. Mais j'ai suivi mon instinct, j'ai eu tellement peur pour ma vie que j'ai couru. Viens dans mes bras. Merci à toi. Les lycéens sont harcelés par les journalistes et les caméras de télévision. Alors ils en profitent pour exprimer leur ras-le-bol. Dites-moi comment un mec avec des problèmes mentaux a pu acheter un tel fusil. Pour la première fois après une fusillade, les élèves ont décidé de peser sur la politique américaine. Avec le hashtag Never Again, plus jamais ça, lancé par une jeune lycéenne, Emma Gonzalez. Ces déclarations ont provoqué une prise de conscience nationale sur la nécessité de mieux encadrer la vente d'armes. Prenez-vous par la main et allez voter. Pour l'amour de Dieu, empêchez cela d'arriver dans votre école. La fusillade de Parkland est la 18e dans une enceinte scolaire depuis le début de l'année aux États-Unis. L'année dernière, près de 350 tueries de masse ont été recensées. C'est bien trop pour les jeunes du lycée de Parkland qui n'ont pas l'intention de rester les bras croisés. Quelques jours après le drame, ils profitent d'un jour férié pour se retrouver sur la plage. Pour rien au monde, Tyra n'aurait manqué ce rendez-vous. Tous mes potes de classe vont venir. Nous allons honorer à notre manière tous les amis qu'on a perdus dans la fusillade. On va juste célébrer la vie pour eux. S'amuser, rire et se soutenir les uns les autres en mémoire de leurs amis. Tous ici étaient particulièrement proches de l'une des victimes, Joachim, mort dans la fusillade. C'était mon ami. C'était mon meilleur pote. On se connaissait depuis le collège. Et aujourd'hui, je célèbre la vie, je fais la fête en sa mémoire. Et on va continuer de tâcher à être heureux. On va s'en sortir. Mais si Trump ne fait rien, si personne ne fait rien, alors on fera bouger les choses. Qu'est-ce que vous comptez faire? Éliminer toutes les lois qui autorisent les armes. Seuls les policiers et les militaires devraient pouvoir en porter. C'est tout. Une génération aujourd'hui sous le choc et qui s'invite dans le débat national. C'est incroyable quand même que pour pouvoir acheter de l'alcool, on doit avoir 21 ans. Par contre, pour acheter une arme qui peut tuer quelqu'un, il suffit d'avoir 18 ans. S'ils ne font rien, comment va-t-on être sûr de pouvoir retourner en sécurité dans notre lycée? Nous n'allons pas nous taire. Ce qui s'est passé, ça a réveillé nos consciences.
C'est le début d'une longue lutte. On va se battre, on va crier et on fera en sorte que les lois qui autorisent les armes disparaissent. Nos amis allaient tous entrer dans l'âge adulte. On les a privés de cette chance. Alors, nous allons priver l'Amérique de ses armes. L'Amérique est-elle sur le point de vivre une révolution, celle d'un changement des mentalités? Après chaque tuerie de masse, le débat sur les armes refait surface aux États-Unis et divise ceux qui réclament un contrôle plus strict et ceux qui y sont catégoriquement opposés. Pour l'instant, la NRA, le lobby de défense du port d'armes, a été plus puissant. C'est un soutien indéfectible du président Trump. Comme le patron de ce magasin, membre fidèle de la NRA, nous l'avions rencontré il y a quelques semaines. Celui-ci peut tirer jusqu'à 1 kilomètre à mon avis. C'est déjà pas mal. Et il coûte cher? Non, à peine $1000. La Floride possède la législation la plus souple du pays en matière de permis de port d'armes. Seule condition, ne pas avoir d'antécédents judiciaires. Résultat, c'est l'un des États les plus armés des États-Unis, avec le record national de permis, 2 millions, 1 pour 10 habitants. Voici le fusil d'assaut qui a été utilisé par le tireur du lycée de Parkland. Voici un AR-15. Il a un chargeur avec 25 cartouches. Il est surtout utilisé Pour lui, pas question de changer la loi. Le second amendement de la Constitution américaine leur garantit le droit de port d'armes pour se défendre. Je ne pense pas que les armes soient le problème. Je crois que les gens doivent être responsables. Et c'est pour ça que les lois sont importantes. Et s'il y a un accident, ce n'est pas la faute des armes. Si elles sont dans les mains de bons citoyens qui respectent la loi, alors il n'y a jamais de problème. Forte de ses 5 millions d'adhérents, jusqu'à présent la NRA n'avait fait aucune concession sur la vente d'armes à feu. Aujourd'hui, elle se dit ouverte au dialogue. Cette rébellion des jeunes du lycée de Parkland commence à bousculer les mentalités. À commencer par les petites villes de Floride. Cora Journey, que nous avions rencontrée devant le lycée le soir de la fusillade, a eu la chance de voir son fils épargné. Il s'est fait tatouer sur le bras le nom de son meilleur ami, Joachim, victime du jeune tueur. On se connaissait depuis l'âge de 6-7 ans. C'était mon ami le plus proche. Et je ne suis pas le seul avec un tatouage. Plein de gens au lycée se sont fait la même chose. Certains sur la poitrine, d'autres sur le bras. C'est une nouvelle ère. Une page a été tournée. Ces jeunes se mobilisent. C'est un mouvement extraordinaire. Je crois que des changements vont survenir. Ça ne peut pas continuer ainsi. Nous devons avoir un meilleur contrôle. Ce mouvement est très important car il faut une meilleure législation sur les armes. Par contre, arriver à toutes les interdire, ça va être compliqué. Beaucoup de gens dans ce pays possèdent une arme pour se défendre et je ne vois pas comment leur enlever. Sous pression, le président Trump s'est engagé à faire interdire la vente de bump stock, un mécanisme permettant de tirer en rafale. En attendant, armés de leur hashtag Never Again, les lycéens de tout le pays continuent le combat. Une manifestation est prévue devant la Maison-Blanche. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban vient d'entamer son 3e mandat. Le Fidesz, son parti conservateur et eurosceptique, a obtenu lors des récentes législatives la majorité qualifiée au Parlement, où il contrôle désormais 67% des sièges. Pièce centrale de cette campagne électorale victorieuse, une virulente rhétorique anti-Soros du nom de ce milliardaire américain d'origine hongroise, accusé d'orchestrer
entre autres l'invasion migratoire de la Hongrie sous couvert de philanthropie. Alors que les ONG soutenues par la Fondation Soros sont sous pression croissante, la rhétorique anti-Soros pourrait bientôt devenir une loi du même nom sur fond de mise au pas des médias et des voix discordantes. Le point avec Luc Brown et Noémie Roche. Atelier musique pour ces enfants de la ville de Pécs. Destinés aux familles défavorisées, ces cours sont dispensés gratuitement après l'école. Financés par des donateurs privés, ils sont aujourd'hui menacés par l'hostilité envers les ONG du Premier ministre Viktor Orban. Je voudrais lui dire, vous devez nous soutenir. Mais il ne le fera sans doute pas. Pourtant, quelqu'un doit le faire. Nous constatons chaque jour l'impact que nous avons dans ces classes. Ils en ont vraiment besoin ici. L'association fait partie d'un réseau plus large d'ONG dirigé par 7 hommes. L'année dernière, elles ont reçu plus de 500 000 $ de soutien de la part des fondations Soros. Mais le conseil municipal, allié du gouvernement, a demandé aux citoyens d'éviter tout contact avec les membres de l'association et ils ont fini par perdre leur bureau. Des pressions désormais courantes dans la société hongroise. L'État veut contrôler les fonds qui financent les ONG, parce qu'ainsi, il peut contrôler la société civile. Il veut réduire en miettes toute indépendance. Hongrois de naissance, George Soros est un milliardaire philanthrope de 87 ans. Chaque année, sa fondation Open Society donne plus de 4 millions de $ aux ONG hongroises. Basée à Budapest depuis 1984, cette fondation a longtemps accompagné la transition des ex-pays communistes vers la démocratie. Mais face aux pressions de l'État, Open Society a décidé de partir pour s'installer à Berlin. On a fermé des bureaux dans le passé, en Russie, dans la Russie de Vladimir Poutine et en Ouzbékistan. Donc dans des pays, dans des régimes connus pour leur hostilité à l'égard des droits de l'homme. Le fait qu'on doit fermer une fondation de défense des droits de l'homme dans un pays membre de l'Union européenne, eh bien, c'est un signal très fort qui est envoyé aux dirigeants de l'Union européenne. Si George Soros est devenu une cible du gouvernement hongrois, c'est parce que Viktor Orban l'accuse d'encourager les migrants à venir en Hongrie. Le gouvernement ne s'en cache pas, il veut débarrasser le pays des ONG étrangères accusées d'ingérence. C'est d'ailleurs un des axes prioritaires du projet de loi dite Stop Soros, présenté récemment. Monsieur Soros veut à tout prix se mêler de politique intérieure alors qu'il n'a pas de mandat démocratique. Ce à quoi nous assistons ici n'est pas une simple lutte contre l'immigration illégale. Ces soi-disant ONG qui se qualifient elles-mêmes de sociétés civiles vont à l'encontre des lois, des frontières et soutiennent l'immigration illégale. C'est ça que nous visons avec nos propositions de loi. Viktor Orban a bâti sa popularité dans les campagnes. Dans ce village, le parti du Premier ministre a été plébiscité lors des dernières élections. 99% des électeurs ont voté pour le Fidesz. Ici, le discours officiel et en particulier la propagande anti-Soros et anti-migrants est complètement intégré par les habitants. Je ne veux pas que Soros nous dise ce que nous devons faire. C'est un millionnaire. Il devrait nous donner de l'argent à nous et non pas prendre notre argent pour le donner aux migrants. George Soros nous déteste, nous les Roms. Je suis un Rome et Soros nous déteste. Le Fidesz nous aide. C'est ce qu'ils disent à la télévision. Le contrôle des médias, un autre élément clé de la popularité de Viktor Orban. Les magnats pro-gouvernement ont acheté des dizaines de journaux régionaux et de chaînes de télévision qui cohabitent avec les médias d'État. Égard à ceux qui sortent du rang. Le magazine Magyar Nemzet était pro-gouvernement jusqu'à ce que son propriétaire se brouille avec Viktor Orban. Il y a 3 ans, il a changé de ligne éditoriale et s'est mis à publier des unes sur la corruption au sein du gouvernement. Mais le journal a finalement fermé. Une centaine de journalistes se retrouvent au chômage. Les journalistes sont sur une liste noire maintenant. Ils ne peuvent plus travailler ailleurs. Les pays de l'Europe occidentale ne comprennent sans doute pas vraiment ce que ça signifie. Si le gouvernement inscrit les journalistes sur une liste noire, plus personne ne peut les embaucher. C'est dur.
Aujourd'hui, quelques journalistes de l'ancienne équipe ont lancé un nouveau journal, La Voix hongroise, pour que leur pays continue d'avoir une presse indépendante. On n'aurait jamais pu imaginer qu'en 2018, nous aurions à parler des questions démocratiques de base. Aujourd'hui, c'est difficile. Nous devons nous battre pour survivre en tant que journal indépendant. En Hongrie, tous les imprimeurs ont refusé d'éditer le journal, alors La Voix hongroise est imprimée en Slovaquie voisine. Le personnel ne touche aucun salaire et le journal ne sort que 10 000 exemplaires par semaine. Des difficultés qui montrent à quel point le gouvernement Orban a réussi à réduire au silence les voix dissidentes dans son pays. Direction les forêts primaires du sud du Cameroun. Depuis 60 ans, d'expulsion en relocalisation forcée, les pygmées Baka ont dû laisser une place toujours plus importante aux exploitants forestiers. Devenus étrangers sur leurs terres ancestrales, les Baka vivent désormais en bordure de la route d'accès aux zones de coupe. Mais voilà qu'à la mi-mars, l'entreprise française Rougier, l'un des principaux acteurs de l'exploitation forestière dans le bassin du Congo, a déposé son bilan. Les rares pygmées qui travaillent pour cette société ont certes perdu leur emploi, mais le reste de la communauté nourrit désormais l'espoir de retrouver un mode de vie, certes modeste, mais en harmonie avec la forêt. Reportage. À perte de vue, une forêt dense, aujourd'hui clairsemée par endroits. Conséquence d'une exploitation intensive des bois tropicaux, principale activité économique de la ville de Djoum dans le sud du Cameroun. Une ville sinistrée depuis l'arrêt des activités de la Société forestière et industrielle de la Doumé, une filiale du groupe français Rougier, mise en liquidation judiciaire le 12 mars dernier par le tribunal de commerce de Poitiers en France. Cette filiale camerounaise exploite ici une concession de 550 000 hectares de forêt depuis 1969. Mais aujourd'hui, ce site a des allures fantômes, des billes de bois à l'abandon, du matériel roulant à l'arrêt et plus de 200 employés au chômage technique. Une concession depuis longtemps interdite d'accès aux populations autochtones, notamment les pygmées Baka, des pygmées comme Emmanuel, privés de leurs terres depuis l'installation du groupe français dans leur forêt traditionnelle. Nous sommes arrivés dans notre campement qu'on appelle Avocat. C'est là où mon père reste avec sa femme. Emmanuel et les siens, premiers habitants de cette forêt, qui n'ont jamais profité de l'exportation des bois tropicaux. Ils ont même été forcés à quitter leur lieu de vie ancestraux, à abandonner leur mode de vie fait de cueillette et de chasse. Ils vivent désormais dans des campements rustiques comme celui-ci. Ça, c'est une maison de Baka, maison traditionnelle. Là, c'est la porte ici. Et là-bas, à l'intérieur, il y a le lit. Emmanuel est devenu le porte-voix de la colère de sa communauté contre la filiale du groupe Rougier. À travers la forêt, il nous amène sur le lieu qui cristallise la rancœur des pygmées vis-à-vis de la société française. L'exploitation de la forêt, sans égard pour la population pygmée indigène, a parfois des effets destructeurs insoupçonnés. C'est là-bas qu'il y avait le site sacré. Au moment où le site a été détruit par la société forestière, il fallait qu'on se déplace parce qu'immédiatement, quand le site, on le détruit, surtout par une société, il faut que les gens de la communauté se déplacent. En défaut de ça, vous tous, vous allez tout mourir. Emmanuel ne dissimule pas sa joie depuis l'arrêt de l'exploitation forestière par le groupe français Rougier. Chassés de leur forêt, meurtris par la profanation de leur lieu sacré, les pygmées Baka pensent tenir leur revanche sur le destin. Vraiment, hey, non. Ça, c'est une bonne chose, que la suite de ferme ses portes. Aïe, Seigneur. Puisque c'est une société qui, de mon côté, ça n'a même pas aidé ma communauté. Nous qui sommes les premiers habitants de la forêt, une société vient comme ça exploiter la forêt là, sans nous récompenser, sans nous donner quelque chose. Nous, on ne connaissait pas les dispensaires, les hôpitaux de la ville là. On avait tout en forêt, tout, la nourriture, tout en forêt. Maintenant, tout est parti, tout est vraiment détruit. Les pygmées du secteur n'ont alors pas d'autre choix que de déménager et d'abandonner encore un peu plus leur univers.
Seuls 4 pygmées figuraient parmi les quelques 200 employés locaux du gros projet. Parmi eux, Gaston qui s'est coupé le bras l'année dernière lors de l'abattage d'un arbre, un accident suivi par de nombreuses opérations. On était en train de faire tout ce travail-là, on ne savait pas là où j'étais. Après plus d'1 an d'hospitalisation, Gaston est de retour dans sa communauté pygmée. Invalide, il passe ses journées à boire de l'alcool local en attendant une hypothétique pension d'invalidité. Sans illusion, compte tenu des finances du gros projet et de sa filiale camerounaise appelée ici par son sigle la SFID. Moi, je suis perdu dans tout ce problème. Comme la SFID parle là, je veux que lui aussi pense à moi, que me donne mon agent d'accident. À 300 km de Djoum, Yaoundé, la capitale du Cameroun. Nous y retrouvons le président du conseil d'administration de la filiale camerounaise du gros projet. Pour lui, les redevances forestières versées par son entreprise à l'État sont censées indemniser et soutenir les pygmées Baka lésés. Quand on détruit l'habitacle des pygmées, on ne peut pas le refaire. L'État a prévu dans les taxes de superficie, les taxes d'exploitation, des sommes non négligeables qui sont affectées aux communes et même aux communautés riveraines. L'éventuelle faillite définitive de la société forestière et industrielle de la Domée ne rendra sans doute pas leur forêt aux pygmées Baka, mais ils espèrent profiter un peu plus des exportations de bois tropicaux. Une reprise d'activité suspendue aux prochaines échéances judiciaires du gros projet, présent également au Gabon, au Congo et en Centrafrique. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Dans le sud du Malawi existe un rituel initiatique violent. Les jeunes filles qui atteignent la puberté doivent avoir des relations sexuelles forcées avec une hyène, un homme désigné par leur famille. Ce viol est encadré par des règles strictes et il est organisé dans le plus grand secret. La pratique est désormais interdite, en théorie, mais dans les zones rurales du Malawi, c'est le droit local qui prime. Il est difficile alors de faire appliquer la loi. Pourtant, les mentalités changent et des voix s'élèvent contre cette coutume. Des chefs de district et des ONG ont déjà entamé le long combat pour que les jeunes filles du Malawi ne soient plus les victimes de cette tradition. Reportage. À l'extrême sud du Malawi, le district de Nsanje. C'est ici que vit Chifuniro Kandiado. Depuis 1 an, la jeune fille ne va plus à l'école. Elle passe ses journées à s'occuper des tâches ménagères. Car à 16 ans, elle est déjà mère d'un garçon de 9 mois. Son enfant est le fruit d'une relation forcée. Et Chifuniro n'a pas oublié cette nuit. On m'a emmenée de nuit, par surprise, dans une chambre. On m'a masqué le visage pour que je ne puisse pas voir ce qui allait se passer. Et puis un homme est entré dans la pièce. Il a commencé à me toucher. Je me suis débattue. À ce moment-là, une vieille femme m'a dit que je ne devais pas résister. Elle a dit que c'était notre culture et qu'il fallait l'accepter. J'ai vécu ça comme un viol. Chifuniro a été victime d'un viol. Ce rapport forcé, c'est un rituel accepté par les aînés. La coutume ne se pratique pas dans tout le pays, mais ici, dans la région sud du Malawi, elle est très courante. Dès leurs premières règles, les jeunes filles doivent passer la nuit avec un homme désigné par leurs parents. Chifuniro est encore traumatisée par cet abus sexuel. Elle a le sentiment que son enfance a été volée. Je ne suis pas heureuse aujourd'hui, parce que j'ai été expulsée de l'école. Tout ça à cause de ma grossesse. Depuis, j'ai l'impression que c'est tout mon futur qui est condamné. Aujourd'hui, l'adolescente vit avec ce secret, car l'initiation est un rituel caché, un sujet tabou dont on ne parle pas. Seuls les initiés savent exactement ce qu'il s'y passe. Les hyènes, c'est comme ça que l'on appelle les hommes chargés d'avoir des rapports sexuels forcés avec les fillettes.
Ils agissent la nuit pour préserver leur anonymat. Il est presque impossible de les rencontrer. Après de longues discussions, cet homme a accepté d'être filmé à condition de ne pas être reconnu. Mais pour évoquer ce sujet interdit, la parole reste difficile. Une hyène est un homme qui a été choisi par la communauté pour tenir ce rôle, pour les purifier. Purifier les jeunes filles après leurs premières règles, c'est le rôle de la hyène. Et cela passe par un rapport sexuel non protégé et forcé. Mal à l'aise, l'homme l'admet à demi-mot. Les filles ne sont pas heureuses de le faire, c'est vrai. Elles le font parce que c'est la coutume. Plus étonnant encore, pour passer la nuit avec une fillette sans son consentement, la hyène est payée. C'est un travail dont je suis fier. Et je suis payé pour. Par nuit, je peux gagner jusqu'à 10 000 kwacha. 10 000 kwacha, soit environ 11 $. Une somme importante. Dans le pays, la moitié de la population vit avec moins de 1 $ par jour. Mais les rituels ne s'arrêtent pas là. Avant de rencontrer la hyène, les fillettes doivent passer par un camp d'initiation sexuelle. Ces camps sont organisés par les doyennes des villages. Ces femmes le pratiquent encore aujourd'hui dans leur district. Pendant plusieurs jours, elles réunissent les adolescentes pour les préparer à leur futur rôle d'épouse. Exceptionnellement, ces doyennes ont accepté de nous faire une démonstration d'une partie de cet apprentissage. Les doyennes miment l'acte sexuel et elles encouragent les fillettes à suivre leurs mouvements. Tout est fait pour leur montrer comment satisfaire un homme. Le plaisir de la femme est, lui, passé sous silence. Ces danses servent à apprendre aux filles ce qu'il faut faire au lit. Sinon, si on n'apprend pas ça aux filles, ça se passera mal avec le mari. On leur montre ce qu'il faut faire quand l'homme est au-dessus. Il ne faut pas qu'elle reste immobile. C'est important. Nous n'en verrons pas plus, car les doyennes tiennent à garder secret le reste de cette tradition. Ce rite se transmet de génération en génération. Et si les vieilles femmes ne l'ont jamais remis en question, c'est que d'après elles, il les protège de graves maladies. Dans le village de Mtolo, la chef, elle aussi, veille à la préservation de ses coutumes. Car elle en est convaincue, les filles qui ne les suivent pas courent un grand danger. Les filles qui ne rencontrent pas la hyène peuvent développer des maladies respiratoires ou des maladies de peau. Les parents aussi peuvent tomber malades. Et moi aussi, en tant que parent et chef du village, je peux tomber malade. Cela peut arriver, j'en suis persuadée. J'ai entendu dire que des gens sont tombés malades en choisissant de ne pas suivre notre tradition. Il est bien sûr impossible de vérifier l'existence de ces maladies. Mais il y a bien une épidémie qui sévit au Malawi, le sida. Selon la chef Mtolo, pourtant, il n'y a aucun lien entre les relations forcées et le virus. Pour elle, pas de doute, l'initiation protège le village des maladies et ne propage pas le VIH. Non, le sida n'est pas transmis de cette façon. Vous ne pensez pas que la pratique des initiations avec les hyènes et le sida sont liées? Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Pourtant, certaines hyènes ne cachent pas leur séropositivité. C'est le cas de cet homme qui a lui aussi accepté de témoigner. Il veut parler à visage découvert, mais pour sa protection, nous avons préféré cacher son identité. Il est hyène depuis 8 ans, et ce qu'il révèle est encore plus terrible. Est-ce que vous avez fait le test du sida? Oh oui, je l'ai fait. Et quel était le résultat de ce test? Eh bien, j'ai fait le test, c'était il y a quelque temps déjà,
Et le résultat, c'est que je suis séropositif. Est-ce que vous savez que vous pouvez transmettre le sida aux petites filles avec qui vous avez des rapports sexuels? Ah oui, je sais. Mais c'est comme ça. C'est notre coutume. Au Malawi, 10% de la population est séropositive. Et la situation est encore plus grave dans le sud du pays. Ici, 16% des habitants sont infectés par le virus. C'est pour cela que l'État a pris la décision de lutter contre cette coutume il y a déjà 10 ans. Lilongwe, la capitale du pays. Au ministère du Genre et de l'Enfance, le problème est pris très au sérieux. Depuis 2006, les hyènes sont hors la loi et menacées d'arrestation. Ceux qui emploient des hyènes, désormais, savent ce qu'ils risquent. Ils peuvent être arrêtés. Donc, maintenant, les parents sont attentifs au fait que les rites d'initiation n'incluent pas la présence d'une hyène. Donc, clairement, c'est un phénomène en baisse. Mais il faut que vous vous rendiez bien compte que cette tradition ne disparaîtra pas d'un seul coup. Ce sera le fruit d'un long travail. Difficile en effet de faire respecter la loi dans les campagnes les plus reculées où le droit local prévaut. Le gouvernement le sait, les mentalités ne changeront qu'avec l'aide des chefs traditionnels. À Mulanje, au sud-est du pays, la chef Chikumbu est l'une des pionnières dans cette lutte contre les hyènes. Elles sont désormais officiellement interdites par la loi locale dans son district. Ce matin-là, elle a réuni des représentantes du village pour s'assurer que sa législation est bien appliquée. Et comme à chaque fois, ces femmes lui rapportent ce qu'elles ont constaté sur le terrain. Avez-vous déjà vu des initiateurs qui forçaient les filles à avoir des relations sexuelles avec des hommes ou à être initiées par une hyène? Et si la chef de village est si intransigeante, c'est parce qu'elle a une raison très personnelle de mener ce combat. J'ai aussi été initiée. C'était il y a longtemps, dans les années 60. J'étais jeune, j'avais 10 ans, et c'était affreux. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais trop jeune. Aujourd'hui, mon message est clair. Les adolescentes ne doivent plus passer par les hyènes. Tout le district est désormais d'accord là-dessus. Même si cela doit se jouer à 10 contre 1, je me battrai contre ces rites, jusqu'au bout. Depuis, elle est devenue chef de district et elle prend désormais sa revanche. C'est elle qui juge et sanctionne ceux qui font perdurer ces mauvaises pratiques. Les mauvais initiateurs sont appelés à venir jusqu'à moi. Ils viennent ici, je les rappelle à la loi et la plupart du temps, ils doivent payer une amende. Selon elle, les résultats se sont déjà fait sentir depuis 2 ans. Les hyènes ont disparu de son district. Les mentalités sont en train de changer et c'est aussi grâce au travail des associations sur le terrain. Au pied du mont Mulanje, voici une école qui participe à la métamorphose du Malawi. Une fois par semaine, ces jeunes de 15 ans suivent un cours d'éducation sexuelle. Une grande première dans un pays où tout ce qui touche à la sexualité est encore considéré comme un tabou. Alors, aujourd'hui, notre leçon va porter sur sexualité et santé. Sexualité quoi? Ici, on parle maladies sexuellement transmissibles, sida, préservatifs, un enseignement inédit. L'objectif, c'est la prévention des risques dus aux rapports sexuels précoces et non protégés. Maintenant, voyons. Comment les jeunes peuvent-ils éviter les grossesses et les MST? Comment les jeunes peuvent-ils éviter les grossesses et les MST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles?
En se protégeant, c'est ça. Grace Massikini, la professeure, est enseignante en primaire. Elle a été formée par une ONG pour animer cet atelier. Elle ne mentionne pas les hyènes frontalement, mais lorsqu'elle échange avec les enfants, le phénomène est très vite évoqué. Maintenant, je veux que vous me disiez les problèmes auxquels vous faites face au sein de vos communautés en tant que jeune fille. Des viols, oui. Des abus sur les enfants, oui. Nous leur apprenons à différencier les bonnes et les mauvaises pratiques culturelles. Donc ils apprennent et ils savent. Quand ils rentrent à la maison dans leur communauté, ils savent différencier et dire non à ce qui peut leur faire du mal. Et puis en plus, on leur apprend à faire passer le message au sein de leur propre communauté. Et visiblement, l'initiative porte déjà ses fruits. Nous avons des exemples de jeunes filles qui ont réussi à résister à nos mauvaises traditions. Certaines sont déjà venues vers moi pour me dire qu'elles avaient fait face au problème des hyènes. Elles m'ont dit, Madame, je ne peux pas accepter cela. C'est vous qui nous avez appris que c'était une pratique nocive. Grâce à ces cours, ces garçons et ces filles sauront peut-être dire non à la tradition et ses conséquences traumatisantes. Mais cette prise de conscience est encore loin d'avoir atteint tout le pays. Retour à Nsanje. Ici, les hyènes sont toujours bien présentes. Et comme Chifuniro, beaucoup d'adolescentes en paient le prix fort. Il n'est pas rare que certaines d'entre elles tombent enceintes. Mais les hyènes ne reconnaissent jamais leurs enfants. C'est une double peine pour ces jeunes femmes, car les grossesses précoces sont très mal vues par la communauté. Les gens des alentours se sont moqués de moi pendant que j'étais enceinte, parce que je suis jeune. C'était très dur. Chifuniro, elle, a décidé de se battre et de garder son enfant. Elle veut aujourd'hui se construire un avenir. Mon seul souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir retourner à l'école et reprendre là où je me suis arrêtée. Je veux terminer mes études et obtenir un diplôme. Après ses études, elle voudrait être infirmière. La promesse d'une vie de femme indépendante, loin des traditions qu'elle a subies. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Le 4 avril 1968, des quartiers entiers de Washington sont transformés en zone de guerre. Ce jour-là, l'Amérique apprend l'assassinat du pasteur Martin Luther King à Memphis. La communauté afro-américaine est dévastée. La colère de certains Noirs américains qui bouillaient depuis longtemps, vu les inégalités dans le pays, explose. Des émeutes ont lieu dans une centaine de villes du pays. La capitale a mis près de 30 ans à se remettre du chaos dans certains quartiers. Nos correspondants Sonia Dridi et Philippe Creuser ont été à la rencontre de témoins des événements à Washington. Les temps ont bien changé depuis que Virginia Ali, 84 ans, a ouvert avec son mari le restaurant Ben's Chili Bowl dans les années 50. C'est l'un des rares établissements qui a survécu aux émeutes après la mort de Martin Luther King en 1968. Quand le Dr King a été tué cette nuit-là, tout le monde était en pleurs. Tout le monde était très très triste et cette tristesse s'est transformée en frustration. La frustration en colère, puis le soulèvement a commencé. Quand les émeutes ont débuté, tout ce que vous voyez là était cassé, brisé, et il y a eu beaucoup de vols. Beaucoup de magasins ont été brûlés. C'était vraiment une triste époque, très très triste époque.
Depuis, le fast-food où le célèbre pasteur aimait se rendre est devenu une institution, un endroit où s'est jouée l'histoire. C'était le seul restaurant autorisé à rester ouvert pendant les 3 nuits d'émeute. Ici, on est devenu un endroit où on réunissait les secouristes, les policiers, les officiels, les activistes, tous ceux qui cherchaient un endroit en sécurité et confortable, avec de la nourriture réconfortante et du café. Eh bien, c'était ici. Le restaurant de Virginia est aujourd'hui un passage obligé pour acteurs et politiques. Barack Obama y a mangé un hot dog quelques jours avant son investiture. Ben's Chili Bowl est depuis dans tous les guides touristiques. Ce quartier, autrefois appelé Black Broadway, a été dévasté pendant les émeutes qui ont suivi la mort de Martin Luther King. Il a mis des années à s'en remettre. Aujourd'hui, les célèbres rues, la U Street et la 14e, sont pleines de restaurants, de bars, de magasins. C'est un quartier très à la mode et à majorité blanc. La population afro-américaine a été largement exclue de la reconstruction. Les prix de l'immobilier ont décollé, mais beaucoup restent très attachés à ce quartier. Clenny Murphy a grandi dans les environs et a été témoin des émeutes. Il revient dans le quartier encore tous les dimanches pour aller à l'église. C'était vraiment des scènes d'émeute. Le terme n'est pas trop fort. Depuis, la démographie a complètement changé et l'église a été réduite à moins de 300 membres. La majorité des fidèles ici sont de la génération de Martin Luther King et beaucoup considèrent que le rêve du pasteur d'égalité des Noirs dans la société américaine est encore loin d'être réalisé. Je pense que Martin Luther King serait très déçu, extrêmement déçu de voir un grand retour en arrière. Malgré des avancées, le niveau de vie des Afro-Américains est encore très loin derrière celui des Blancs et le malaise racial persiste. À Paris, 37 ponts enjambent la Seine. Romantiques, artistes, touristes, pêcheurs, ils sont des millions à les traverser et les admirer chaque année. À commencer par le Pont Neuf, le plus vieux pont de Paris, érigé en 1604. Ces ponts anciens nécessitent d'ailleurs une vigilance particulière pour continuer à traverser les siècles et protéger la Seine. Reportage. Après la Tour Eiffel, Notre-Dame et le Louvre, c'est vrai que les gens aiment bien les ponts de Paris. Il y a quelque chose qui les fascine. Ça attire beaucoup les gens. Parce qu'évidemment, il y a toute cette idée que le pont passe d'un monde à l'autre. Tous les ponts sont magnifiques. Pont-Royal, Pont-Roussel, Pont Notre-Dame, Pont Auchan. Je passe tous les 2-3 jours au bord de la Seine, été comme hiver. Promenade préférée des flâneurs, repère d'artistes et refuge des amoureux, les 37 ponts et passerelles qui traversent la Seine incarnent l'art de vivre à la française. Certains ponts ont même leurs habitués comme Catherine Millard et son ami pêcheur Philippe Picard. Tu te mets 50 mètres plus loin. Je t'ai laissé la meilleure place. Un petit leurre. On va mettre un petit leurre. On va commencer par un tout petit leurre. Leur coin de pêche favori, le Pont Neuf, le doyen de la Seine. Ce célèbre édifice enjambe le fleuve depuis 1604. Il fut érigé sous le règne du roi Henri IV. La vue est bien, hein, c'est bien, non, mais c'est bien d'être pêcheur urbain. Ça, dans le quartier, on aime tous le Pont Neuf. Auparavant, il y avait des marchands sur ce pont. C'est le plus vieux pont de Paris, hein, déjà. C'est oui. Il a mis plus de 80 ans pour être construit ce pont et relier, en fin de compte, les deux berges. Ça fait 36 ans que je pèse dans Paris. Ah là là, j'ai remonté un pistolet, des alliances, des chevalières, une croix, un tibia. Des fois, on n'a rien fait de la journée, mais on voit du monde des quatre coins du monde. C'est ça qui est intéressant de pêcher dans Paris. Quand je pêche dans l'Aveyron, dans l'Ardèche ou dans le Finistère, tu vois être des martins pêcheurs. Chaque année, 2 500 000 touristes admirent les ponts de Paris à bord des mythiques bateaux-mouches. D'autres préfèrent rester sur la terre ferme et arpenter les quais à la découverte des ponts les plus anciens de la capitale.
Aurore Juvenel est une des rares guides à conter l'histoire de ces ouvrages d'art aux 1000 secrets. Avant, les ponts, ils étaient habités. Les ponts étaient soit en pierre, soit en bois, mais même quand ils étaient en pierre, les maisons qui étaient dessus étaient sur pilotis. Par exemple, on peut le voir sur ce dessin-là. Mais sous le poids des maisons, les ponts médiévaux s'écroulent. Ils sont reconstruits entre le XVIIe et le XIXe siècle, sans habitation. Les ponts deviennent alors des axes de circulation. Tous jouent un rôle précis dans la vie des Parisiens de l'époque, comme le pont au change. Ce pont a été construit à l'époque de Napoléon III. Pour changer la monnaie et utiliser celle qui avait cours à Paris, on venait sur ce pont au change. Voilà, c'est pour ça que c'était le pont des changeurs. Si vous vouliez vous montrer dans la bonne société, c'était là qu'il fallait être. Certains étaient de véritables coupe-gorge, comme le fameux pont Neuf. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est un pont qui avait extrêmement mauvaise réputation. Par exemple, un homme comme Louis-Dominique Cartouche, qui a été le chef d'une bande de 2000 bandits à Paris, entre Louis XIV et Louis XV, avait son QG ici, sur ce pont Neuf. Prouesse architecturale, les ponts de Paris subissent l'usure du temps. Ils doivent être régulièrement poncés, repeints et parfois même consolidés. Chaque année, Ambroise Dufayet contrôle l'état de ses ouvrages. Aujourd'hui, c'est face à la Tour Eiffel, dans les entrailles du pont d'Iéna, que débute son inspection. Donc on se situe sous le tablier où roulent les voitures. Construit entre 1808 et 1814, le pont d'Iéna a dû être élargi en 1937 en marge de l'exposition universelle. L'ouvrage actuel demande une attention régulière. Ça a bougé, donc on voit effectivement qu'on a un souci. Donc les futurs travaux, ça va être de venir consolider cette partie-là. On va injecter des produits à l'intérieur afin de consolider l'ouvrage à cœur. C'est un ouvrage ancien dont les fondations sont sur des pieux bois en fait, et ces pieux bois ont tendance à tasser sous les charges de l'ouvrage actuel. Tandis que les ouvrages récents qui sont en béton, qui ont été construits au XXe siècle, eux, n'ont pas tassé, ils sont stables. Donc ceux-là, on a une vigilance beaucoup plus particulière sur les ponts effectivement anciens, sur les ponts historiques, que sur les ponts plus modernes. Les ponts de Paris, un patrimoine fragile, mais un trésor qui continue de faire rêver des millions de visiteurs dans le monde entier. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.